Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du halving de Bitcoin, cet élément qui arrive tous les 4 ans, qui réduit par 2 le nombre de nouveaux Bitcoins émis. Et très souvent on entend que cet événement, le halving, est celui qui va lancer le bull run, avec un an et demi après, à la louche, un nouveau plus haut historique, avec des cycles de 4 ans. Mais on va voir dans cette vidéo que ce n'est peut-être pas aussi simple que l'on pense, il y a peut-être d'autres facteurs, et même plus importants que le halving à prendre en compte, surtout pour ce bull run en 2024, et pourquoi pas en 2025. Et pour cela, on va partir d'un article de Cointelegraph et on va aller élaborer un peu là-dessus. C'est parti. Donc l'article, il a été publié le 27 mars 2024 et on nous dit pourquoi les analystes sont bullish sur Bitcoin en 2024 et ce n'est pas juste le halving. En préambule, on nous dit que la demande massive globale sur Bitcoin, à côté d'autres facteurs macroéconomiques, vont jouer un rôle beaucoup plus important sur le prix de Bitcoin cette année, donc en référence au halving. Donc après, pour rappel, on nous dit que le Bitcoin halving, dans ce cas-là, va réduire le supply journalier, la production journalière de Bitcoin d'environ 450 BTC, à partir du montant actuel où pour l'instant on est encore à 900 BTC qui sont émis par jour. Et donc ça, c'est une donnée qui est connue, mais qui a été énoncée dans ce cas-là, dans le cadre de cet article par Lyn Alden, donc super macroéconomiste. Donc elle a vraiment un gros bagage là-dessus, et je vous conseille d'ailleurs son dernier livre, Broken Money, où elle étale les problèmes du système financier actuel, plein de réflexions autour de l'argent, donc fermez la parenthèse, et elle dit que cette réduction du supply, donc cette réduction de la production des bitcoins, en réalité elle est assez pâle, elle est assez maigrichonne par rapport à les entrées et les sorties de fiat, donc les flux monétaires, les flux de valeur en fiat qui arrivent sur et qui sortent des exchanges, et des ETF Bitcoin, depuis qu'on a ces outils, les ETF Bitcoin Spot, où il y a vraiment des gros volumes daily qui entrent et sortent sur ces outils-là, mais aussi sur les exchanges. Et après, elle nous dit qu'en fait, les entrées et les sorties, donc sur les exchanges et sur les ETF, peuvent excéder de plus de 10 fois cette valeur. Donc c'est ces 450 BTC qu'on va plus avoir daily, multiplié par le prix actuel du BTC. Au final, il y a 10 fois plus en valeur qui sont échangées, qui sortent, qui rentrent des instruments et des plateformes autour des crypto-monnaies. Et donc cet élément-là, ça fait dire à Lyn Alden qu'au final, la demande globale pour Bitcoin, il y a clairement d'autres facteurs qui rentrent en jeu, en plus du halving. Donc historiquement, on nous dit que la demande de Bitcoin a été beaucoup plus corrélée avec les liquidités globales, donc le nombre de liquidités de cash qui circulent, et notamment on nous parle du Global Monetary Supply M2, donc c'est une mesure des liquidités au niveau global, du cash, des comptes de dépôt, donc des actifs très liquides qui circulent. Et donc pour illustrer ça, elle nous met une charte du Global Monetary Supply, donc le M2 versus le prix du Bitcoin. Donc on peut aller le voir directement sur Look into Bitcoin, hein, donc très bon site pour aller faire ses recherches, regarder les modèles prédictifs de Bitcoin, que ce soit des indicateurs de top, voilà, il y a vraiment plein de données. On va pas s'égarer, on va juste regarder le Global Liquidity M2 et Bitcoin Price. Et donc on voit clairement une corrélation entre les liquidités. Donc plus on a de liquidités qui circulent au niveau mondial, plus le prix du Bitcoin augmente, avec des pics autour des ATH. Hein. On l'a vu en 2017, on l'a vu en 2021 aussi. Mais c'est vrai que comme on est en logarithme, ça aplatit un peu. Et j'en profite pour ressortir une charte que j'adore montrer et qu'on avait déjà fait, qu'on avait déjà vu dans une vidéo l'année dernière, il y a à peu près un an, jour pour jour, quand il n'y avait encore personne sur la crypto-monnaie. Je vous mettrai le lien de la vidéo en description. On a une charte similaire, mais beaucoup plus parlante, je trouve, qui a été créé par Raoul Pal, donc un très grand macro-investisseur aussi. Et donc lui, il a une théorie qu'au final, il disait même que le halving, c'était pas ça qui drivait du tout le prix du Bitcoin, mais c'était carrément le Global M2 Money Supply, donc la quantité globale d'argent qui circule. Et c'est vrai que quand on regarde cette charte, qui pour le coup est pas en logarithme, on se rend compte de la corrélation brutale entre les rendements de Bitcoin et le pourcentage d'augmentation de la M2, donc la liquidité globale. Donc on se rend compte que dès que la liquidité globale augmente, on a une augmentation de Bitcoin, avec, dès qu'on a un pic de liquidité, on a un ATH. Alors des fois c'est un peu avant, des fois c'est un peu après, mais globalement, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de corrélation quand on voit cette courbe, ça suit exactement les mouvements, avec des fois un peu de retard, des fois un peu d'avance. Donc mars 2020, gros crash, et là, le quoi qu'il en coûte au niveau global, hein, on a eu un pic d'impression globale de liquidité, de cash, de fiat, d'euros, de dollars, de ce que vous voulez, au niveau mondial, et ça correspond un peu après avec notre précédent ATH de Bitcoin, donc sur notre bull run de 2021, et après l'inflation qui s'en est suivie. Évidemment, quand on augmente la masse monétaire et qu'on n'a pas une augmentation des biens achetés, il y a de l'inflation,
Et donc on va essayer de casser le dos à l'inflation en réduisant drastiquement la masse globale de cash qui circule. Et comme par hasard, on se retrouve en bear market avec le bottom du bear market, avec un bottom aussi de liquidité. Donc dire que la crypto-monnaie est complètement décorrélée du marché global et notamment des cycles de capitaux, des cycles de liquidité, parce qu'il faut savoir qu'on a des cycles sur Bitcoin, on a des cycles dans les crypto-monnaies, mais il y a des cycles aussi majeurs au niveau financier, comme peuvent être le cycle des liquidités. Ce n'est pas rare qu'on ait un cycle où on va augmenter les liquidités, il va y avoir de plus en plus de prêts, des prêts de moins en moins bonne qualité. Les banques se tirent la bourre pour avoir de nouveaux clients et proposent des taux toujours plus bas à des clients de toujours moins bonne qualité, mais entre guillemets, qui sont de moins en moins solvables, jusqu'à un jour où ça pète. Et donc là, machine inverse, on réduit, on ferme les robinets, et ça peut être très rapide, pour augmenter les taux. Plus personne ne prête, même à des personnes de très grande qualité qui sont très solvables avec des projets d'une grosse rentabilité, jusqu'à ce que petit à petit, il y a moins d'inflation, on ait retrouvé une situation un peu plus saine, et là on va rebaisser les taux directeurs, augmenter l'impression monétaire. Donc là on a fait une explication rushée en 30 secondes du cycle du crédit, mais qui bien évidemment a un impact très important sur les actifs financiers et notamment sur les actifs à risque, parce que quand l'argent est gratuit, quand l'argent est facile, quand il y a beaucoup d'argent qui circule, les capitaux vont aller chercher du rendement, vont aller sur des actifs à risque, comme peuvent être la crypto-monnaie, comme peut-être Bitcoin. Mais par contre, quand la tendance s'inverse, les gens vont sortir l'argent des actifs risqués pour aller vers des actifs d'une plus grande sécurité, voilà, qui sont peut-être moins volatiles, mais qui estiment moins risqués. Et donc on voit clairement ce cycle du crédit et des liquidités au niveau plus global, comment ça impacte le prix des crypto-monnaies et de Bitcoin, notamment sur cette charte. Et donc encore une fois, je vois pas comment on pourrait dire que ça ne serait pas corrélé, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on entend souvent qu'est-ce que fait la Fed, qu'est-ce qui se passe au niveau des banques centrales, parce qu'on sait très bien que ça va impacter de manière très importante les investissements, les actifs financiers de manière globale, mais encore plus ceux qui sont plus risqués, comme peuvent être les crypto-monnaies. Donc on va revenir sur l'article. Donc Lynn Alden, elle nous dit que le halving est bien évidemment important, mais que c'est seulement un des facteurs qui va déterminer l'occurrence, donc est-ce que ça va arriver, et le timing d'un bull market. C'est-à-dire que si on a le halving, notre 1 an et demi, comme on a eu l'habitude d'avoir, mais que on n'a pas une augmentation assez très importante et rapide des liquidités au niveau global, si on n'a pas un changement au niveau macroéconomique à ce niveau-là, ça serait quand même difficile d'espérer une augmentation très importante du prix des crypto-monnaies, en sachant qu'il y a des taux pour acheter des maisons à 6%, que les cordons de la bourse sont resserrés, et donc au final il n'y a pas d'argent facile à aller déverser sur ce marché-là. Donc si on a le halving, mais qu'on n'a pas par exemple le fameux pivot de la Fed, ou qu'on n'a pas d'autres éléments macroéconomiques qui vont réaugmenter l'argent global qui va circuler, eh bien, il faudra peut-être attendre encore un peu pour le bull run. Par contre, elle nous dit qu'elle est quand même bullish sur les 2 prochaines années, avec une combinaison du halving, mais aussi d'une meilleure liquidité globale, expectation. Donc elle a l'espérance qu'on va quand même retourner sur une période de liquidité globale plus importante. Donc effectivement, on attend cette année, bon, ça a été un peu repoussé avec les données du CPI américain, mais on s'attend notamment à ce que les banques centrales inversent un peu la tendance et donc vont réduire les taux directeurs et donc faciliter les emprunts de capitaux et donc la liquidité au niveau global. Et surtout, il faut rajouter à tout ça le fait que durant le bear market, il y a pas mal de coins qui ont changé de main, passé des weak end au strong end, donc c'est-à-dire des gens qui ne savaient pas trop comment gérer l'investissement, qui ont facilement peur, qui ont vendu le bottom du cycle, à des personnes qui pour le coup ont une compréhension des cycles, ont une assise financière peut-être plus solide, pourquoi pas des institutionnels qui sont arrivés sur le marché, et donc ces personnes-là, elles n'ont pas forcément besoin de vendre, elles n'ont pas intérêt à vendre, même si on ne sait jamais ce qu'elles peuvent faire, mais dans tous les cas, ils ont une connaissance financière beaucoup plus importante, et donc elles sont peut-être moins soumises à les envies de vendre, des FOMO, les FUD, et donc peut-être moins de volatilité, et donc tout ça, ces facteurs, donc le halving, certes, mais aussi l'amélioration des liquidités au niveau global, et la rotation des coins des week-ends sur les strong hands. Et du coup, ces 3 facteurs pourraient impliquer que même une demande qui est minime, qui est petite, une augmentation de la demande sur Bitcoin, pourrait augmenter le prix de manière conséquente du fait de ces 3 facteurs. Pour la suite de l'article, on va passer avec le CEO de 10x Research, donc Marcus Thielen, qui nous dit que le rallye actuel est similaire avec celui de 2020 et 2021. Il nous dit qu'il est plutôt bullish sur le prix du Bitcoin après que la crypto ait passé son nouvel ATH. Et que basé sur les prédictions historiques et sur les mouvements de prix, il s'espérait, donc rappelez-vous en 27 mars il me semble 2024,
on aurait un Bitcoin à 77 000 en early avril, donc au début avril, et à 99 000 $ en mai 2024. Donc il faut savoir qu'en early avril, on n'y a pas du tout arrivé à 77 000. Il me semble qu'on est monté jusqu'à 73 000, mais pas 77. Donc attention aussi aux prédictions de prix. Mais bon, c'était leur prédiction à l'époque. Et il nous dit que quand Bitcoin a fait un nouveau plus haut à 68 300, ils ont vu des vagues d'intraday selling, donc des ventes journalières, mais que chaque essai, chaque tentative de amener le prix à la baisse, quand on a eu ce nouveau plus haut, il a été racheté de manière conséquente à chaque fois. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu une grosse baisse du prix du Bitcoin, mais c'est juste que les gens vendaient, et il y en avait d'autres qui étaient là pour acheter. Donc au final, ça s'est quand même maintenu autour de cette date-là. Et après, l'analyste nous dit qu'à chaque fois qu'il y a eu un dépassement de l'ATH, donc un breakout, que ça soit en février 2013, en février 2017 ou en novembre 2020, le prix peut augmenter jusqu'à 199% après 180 jours et qu'éventuellement Bitcoin, il aurait son top, donc le plus haut du cycle et le prochain ATH pour un petit bout de temps, après 9 à 11 mois en suivant le dépassement du précédent ATH. Donc ça nous amènerait entre décembre et février 2025, soit les 9 ou 11 mois après le breakout du 13 mars 2024 pour le coup, et que Bitcoin pourrait avoir un prix de 146 000 $. Et donc là, attention aussi aux prédictions de cycle, notamment les dates fixes après certains événements. Là, on a un cycle un peu particulier. Pour le coup, on a eu le breakout, donc le dépassement du précédent ATH avant le halving. Donc, il faut savoir que pour l'instant, c'était jamais arrivé. Là, ça a été le cas. Et donc, il y a certaines personnes qui disent qu'on pourrait avoir un cycle beaucoup plus court. Donc là, il y a un petit peu un consensus qui est en train de se former avec la all season, le top, février 2025. Je ne sais pas si vous aussi c'est quelque chose que vous avez vu passer souvent, mais on entend très souvent le bull run, il va topper en février 2025. Donc dites-le moi d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez par rapport à tout ça. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention avec ces prédictions précises, notamment c'est une date qui se dessine avec un consensus global autour, type février 2025 que j'ai vu beaucoup passer, parce que le marché va l'anticiper et donc ça a très peu de chances que ça arrive. Et notamment, on peut aller regarder aussi cette charte-là qui a été pas mal circulé avec le halving du Bitcoin en jaune et l'ATH, donc le top du cycle en vert, où on a vu que bon, premier cycle 356 bars, donc 357 jours. Donc après le halving, on a eu le top du cycle après 357 jours. Sur le cycle de 2017, on a eu le halving le 9 juillet 2016 et le top après 511 jours. En 2020, on a eu le halving le 11 mai et un top 546 jours après. Et là, on a du coup notre prochain halving qui arrive avril 2024, donc soit 19, soit 20 avril 2024. Et donc dans ce cas-là, le créateur de la charte a mis 570 jours après le halving pour un nouveau top à 113 000 $ pour le coup. Donc je ne sais pas comment il arrive à ces calculs, mais c'est vrai qu'il y a aussi une autre théorie en disant que les cycles pourraient s'être allongés. Donc 570 jours, j'ai trouvé un outil en ligne, ça nous fait amener au mardi 11 novembre 2025, donc qui serait pour le coup en fin d'année 2025. Et c'est vrai que c'est aussi une éventualité, donc pourquoi pas avoir un cycle plus rapide, parce que comme on l'a vu dans l'article, il va y avoir des facteurs beaucoup plus importants tels que le retour d'une liquidité plus importante au niveau global, mais il y a aussi le fait que les bitcoins sont passés dans des strong hands, et donc on pourrait avoir potentiellement deux scénarios, c'est-à-dire que où on va avoir un cycle plus rapide avec un top, pourquoi pas novembre, octobre 2024, on n'en sait rien au final, avec pourquoi pas des institutionnels qui prennent des profits beaucoup plus rapidement, parce qu'en bear market ils ont pu accumuler, ils se retrouvent avec des profits très conséquents par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de voir, donc ils pourraient vendre et notamment on pourrait voir une sortie d'argent des ETF, ou alors on pourrait potentiellement avoir un retard par rapport aux espérances du pivot de la Fed, qui a été repoussé d'ailleurs parce qu'ils ont vu qu'il y avait encore trop d'inflation aux États-Unis, donc ils ont bougé les prévisions de pivot de la Fed. Donc si on n'a pas la situation de la liquidité globale qui s'améliore rapidement ou d'ici le milieu de l'année, on va effectivement, je pense, pouvoir retarder le cycle et que ça traîne un peu en longueur, parce que tant qu'on n'a pas, encore une fois, cette M2 money supply, on n'aura pas cette liquidité qui augmente de manière très importante, on n'aura pas de phase parabolique, on n'aura pas de grosse entrée sur les cryptos, et donc ça pourrait retarder le cycle avec pourquoi pas une fin de cycle, un top fin 2025, mais dans tous les cas, faire attention aux prévisions. S'il y a une date claire qui se décide,
il faut très certainement anticiper et pourquoi pas sortir plus tôt. Mais dans tous les cas, encore une fois, soyez très vigilants au consensus, surtout au niveau des prix, surtout au niveau des dates. Par exemple, si on a un février 2025 qui se confirme, que tout le monde vous dit ça va être février 2025, l'alt-season, le top, tout ça, avec tel prix, 150 000, bon, il y en a 200 000, il y en a d'autres 180, bon, chacun a sa petite idée, mais dans tous les cas, s'il y a une date et un prix qui fait consensus au niveau global, anticipez. Parce que de toute manière, il y a très peu de chances que ça se produise exactement comme ça. Et le piège, c'est de se retrouver avec la patate chaude durant le bear market. Donc très certainement, voilà, s'il y a une date qui se dessine, anticipez et prenez des profits bien avant cette date et peut-être les paliers de prix aussi, parce que généralement, ça va pas se passer comme ce que tout le monde attend. Donc ça, c'était juste une partie, et maintenant, on va voir encore d'autres éléments, parce que c'est pas fini, qui peuvent impacter et qu'on n'a pas encore trop vu, par exemple, les ETF. Donc dans ce cas-là, le CEO, alors je ne me rappelle plus, bon, Peter, on va l'appeler, qui dit que la principale raison pour ce breakout est si early dans le cycle au final, ça a été le lancement des ETF Bitcoin spot aux États-Unis en janvier 2024, où on a vu une demande pour Bitcoin qui était beaucoup plus grande que ce qui était produit journalièrement. Donc effectivement, on était dans des situations où les demandes d'achat de Bitcoin pour ces ETF étaient supérieures à ce qui était produit journalièrement, mais que d'un autre côté, cette demande pour Bitcoin qui dépasse largement ce qui est produit chaque jour, c'était pas vraiment quelque chose qu'on avait sur les derniers cycles. Donc il y a aussi tout ce côté ETF qui est nouveau sur ce cycle. Donc on n'a jamais eu un cycle avec des ETF qui avaient autant de présence, et donc un autre facteur à tenir en compte, parce qu'effectivement, avant l'introduction de ces ETF, on avait une demande qui était drivée principalement par le retail, donc les investisseurs particuliers, vous et moi, très certainement, mais par contre que ce cycle actuel va être dominé et va être beaucoup plus institutionnel. Hein, on a vu Strong Hand au début, qui est un des facteurs importants, avec les coins qui ont changé de main, des particuliers peut-être vers de plus en plus les institutionnels. Et enfin, il nous rappelle que les mineurs de Bitcoin sont des vendeurs naturels, donc c'est vrai qu'ils ont tendance à dumper régulièrement pour payer leurs charges aussi, mais que d'un autre côté, lui, il pense que depuis août 2023, ils ont commencé à vendre le rallye, donc ils ont commencé à vendre en prévision notamment du halving, et donc il pourrait y avoir un choc au niveau de la demande et de l'offre de par les ETF, si on continue sur une demande de hausse des ETF, de demande pour les ETF, même si ça a été réduit, et notamment il y en a d'autres qui sont en outflow net, donc il y a plus de sorties que d'entrées, mais il y a aussi tout cet aspect-là, et c'est vrai qu'on peut aller voir aussi la chart, donc effectivement il a plutôt raison, où les réserves des mineurs ont été clairement réduites de manière très importante sur la montée, donc dès qu'on a eu l'augmentation, et après avec le breakout, là on a vu des grosses ventes, et donc du coup les mineurs ils ont tendance à vendre en bull run, et à garder des réserves quand le prix est bas, hein. On a vu bottom par exemple aux alentours de décembre 2022, il y avait des grosses réserves, et donc maintenant qu'on est reparti sur un cycle haussier de bull market, ils vendent, donc les mineurs d'un autre côté c'est pas vraiment nos amis, parce que eux ils ont dès que le prix monte, ils ont intérêt à vendre pour faire de l'argent rapidement, pour payer leurs charges d'électricité qui sont assez importantes, et du coup il faut s'attendre à un dump, mais ils suivent aussi les demandes pour Bitcoin, donc s'ils ont vendu pas mal de leur trésorerie en anticipation aussi du halving avec de la demande, bon, on pourrait quand même voir une augmentation du prix si au final la demande continue à dépasser l'offre admise, et qu'en plus il n'y a pas beaucoup de réserves chez les mineurs, donc non seulement ils produisent pas beaucoup, mais en plus il n'y a plus de réserves, donc le côté offre de ce côté-là est quand même assez réduit. Et donc ça pourrait avoir un impact sur le prix. Donc vous voyez, de notre halving classique où on a après le bull run 511 jours, donc ça fait 1 an et demi à peu près jusqu'au nouveau top. Et c'était, voilà, on attend le halving, hop, on calcule un an et demi après et c'est le top. On se rend compte qu'il y a quand même des facteurs autres et beaucoup plus importants, je pense. Et c'est vrai que plus on va avancer, plus je pense que le halving du Bitcoin aura une importance moindre, parce qu'au début on est passé de 50 à 25, donc réduction de moitié. Mais quand même une réduction super conséquente. Après de 25 à 12,5, ça a été un peu moindre. Donc de 12 à 6, c'était encore moins. Et là, maintenant, on va passer de 6 à 3. Et le prochain, on passera de 3 à 1,5. Donc ça sera encore de plus en plus insignificatif, je pense, le halving. Donc c'est bien de connaître toutes ces notions autour de cette date qui est quand même clé et qui restera clé dans la crypto-monnaie et surtout pour Bitcoin. Mais voilà, il faut avoir une vision un peu plus globale et se rendre compte qu'il y a plein d'autres facteurs et que c'est pas aussi simple que ça. Et surtout faire attention
au consensus de prix et de date, parce que c'est là où c'est dangereux. Donc si ça vous intéresse, toutes ces données, où on prend le temps de faire des vidéos un peu plus longues, de rentrer dans les détails, de montrer des vraies données chiffrées avec, et d'étudier des articles comme ça de journal sérieux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu aussi. Laissez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, et vous aurez aussi en description de la vidéo mon guide offert pour commencer à investir dans les crypto-monnaies. Si vous le téléchargez, vous aurez aussi accès à des infos qui arrivent très prochainement sur la chaîne. Donc c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans une prochaine vidéo, salut à tous.